Bonjour, mon nom est Elisabeth Fortin. Je suis éleveuse d'alpaga et artiste feutrière chez Alpaga d'Art. L'alpaga, c'est un animal dans la famille des camélidés. Donc, le chameau, le lama, l'alpaga sont tous dans la même famille. Et l'alpaga, en fait, c'est celui qui est élevé pour sa fibre. C'est vraiment une fibre qui est comparée au cachemire au niveau de la douceur, très chaude, très emballante. Alors, c'est vraiment le plaisir d'élever cet animal-là, c'est que c'est un animal qui n'est pas élevé pour la viande, mais bien pour sa fibre. Donc, on les tue pas. Donc, on a commencé notre élevage en 2007 et on est rendu présentement en 2015 avec un troupeau de 60 alpagas. C'est pas mal la grosseur de troupeau qu'on veut maintenir. Donc, on avait plusieurs naissances par année avant. Là, on va maintenir nos naissances entre 3, 4, 5 bébés par année, juste pour avoir une petite croissance et pour nous permettre aussi de vendre quelques animaux à d'autres éleveurs qui voudraient avoir de notre génétique. Donc, avant de commencer notre élevage, on n'avait aucune expérience en agriculture, mon conjoint et moi. On était vraiment dans le mode informatique tous les deux. Moi, j'étais vice-présidente chez Canoë. Je suis fondatrice de Jobboom.com. J'étais vice-présidente des services Internet chez Canoë. Je m'occupais de Jobboom, Mikasa, Atonet, Réseau Contact, tous les sites. Je faisais 70 heures par semaine. Je voyageais beaucoup à travers les différentes divisions de Québécois pour m'occuper des employés et tout ça. Donc, on n'avait pas vraiment de vie, de vie normale en dehors du travail. C'est pour ça qu'on a fait le choix en 2007 vraiment de changer notre vie. On a choisi d'aller vers la nature. On a fait un petit peu des évaluations, un vignoble, pomiculture, quelques autres options. Et moi, j'avais déjà découvert les alpagas en 2002. J'avais eu le coup de cœur pour cet animal-là. Alors, on a vraiment évalué la chose en 2007. Est-ce que c'est quelque chose qui est plausible? Est-ce qu'on devrait faire cet élevage-là? Et puis, mon conjoint a rencontré les alpagas. Il a eu le coup de foudre lui aussi. On a vraiment monté un bon plan d'affaires pour décider c'est quoi notre stratégie face à cet élevage-là. Et puis là, 8 ans plus tard, aucun regret. Puis on est vraiment en ligne avec notre plan. On est bien heureux. Donc, ici, on est dans la grange. C'est la section où est-ce que je commence les étapes de transformation de la fibre. Évidemment, on commence avec la tonte. J'ai ma table de tonte, ensuite ma table de triage et mon tumbler à l'arrière. Je vais vous montrer les différentes étapes. La première, évidemment, on amènerait un animal sur le licou, attaché au harnais. On l'amène comme ça, on le guide vers la table. Normalement, on est placé un petit peu plus avec un petit peu plus d'espace. On amène l'animal ici au côté de la table. La bédaine, en fait, à côté sur la table comme ça. Et la strap qui est ici, c'est pour mettre sous la bédaine. De cette façon-là, il y a quelqu'un ici qui est derrière. L'animal se trouve à côté contre la table. Et là, on va pivoter la table en tenant ici l'animal pour être sûr qu'il reste sur la table. Et puis, on va l'étirer un petit peu. La tête, elle va se trouver ici. On a un petit sac qu'on met sur la tête juste pour que l'animal ne bouge pas trop, pour qu'il se sente un petit poids comme si quelqu'un le tenait. Sinon, quand on a des amis qui viennent nous aider pour la tonte, il y en a un qui va tenir la tête, qui va lui chanter des petites chansons. Et puis, on attache les pattes. C'est des petites straps ici, donc on étire les pattes un petit peu. On l'attache autour du poignet. On va après l'os, puis on tire un petit peu.
Fait que c'est pas... faut vraiment faire attention. On fait pas mal à l'animal, c'est juste de l'étirer un petit peu pour pas qu'on le blesse au moment de la tonte. La petite peau, des fois, qui serait dangereuse au moment où on passe le rasoir. Et c'est vraiment pour la sécurité de l'animal qu'on l'attache, c'est très important. Le rasoir, c'est le même type de rasoir qu'on voit quand on fait la tonte de mouton ou d'autres animaux à fibre. Fait que c'est quand même un assez gros rasoir. Alors, je fais la tonte sur le dos au complet, ensuite les pattes, le cou, toutes les différentes sections. Et je vais vous expliquer tantôt à l'atelier comment je traite la fibre, mais à la prime abord, je sépare la toison de dos jusqu'à la bédaine dans un sac. Ça, c'est ce qu'on appelle le prime, la qualité 1 au niveau de la fibre. Ensuite, le cou, je vais le mettre dans un sac séparé. Pas parce qu'il va être aussi doux que il peut être aussi doux que le dos, que la toison de base de l'animal, le blanket. Par contre, il est un petit peu plus court. Alors, c'est pour ça que je le mets dans un autre sac pour le traiter différemment au niveau de la transformation. Et la fibre de patte, je les mélange toutes ensemble dans un gros sac, toutes les couleurs. Et là, je vais faire des produits qui demandent une fibre plus corsée parce qu'évidemment, les pattes sont moins douces que le reste. Alors, ce que j'ai ici sur la table de triage, c'est la toison à Ulysse. C'est un jeune mâle de 2 ans. Donc, on voit qu'il y a quand même une belle toison, une belle longueur. On voit la différente couleur, le dégradé de sa couleur aussi. C'est un mâle avec une couleur qu'on dit pattern vigogne qui part du brun, du fauve plus foncé jusqu'au fauve plus pâle. Alors là, ça, c'est son dos. Ça, c'est sa bédaine. Sur la bédaine, on va voir des poils un petit peu plus corsés. Donc, je ferai le tour de la toison pour faire le triage parce que pour avoir un produit fini de haute qualité, il faut que toute ma fibre soit uniforme au niveau de la finesse, la douceur des fibres. Fait que je me prends un petit échantillon ici au centre. Ça, c'est l'échantillon de fibre avec lequel je me base cette finesse-là, la longueur, la structure de la fibre. Et là, je vais faire un skirting, un triage de ma fibre, en m'assurant que tout ce que je conserve va être de cette même qualité-là, très uniforme. Alors, je ferai tout le tour de ma toison comme ça. Et tout ce qui n'est pas semblable, donc on regarde ici, ça, c'est les poils du torse de l'animal, c'est des poils de garde. C'est sûr que c'est beaucoup plus corsé, beaucoup plus rugueux. Alors ça, je le retire. Fait que je fais vraiment un grand ménage ici. Je ferai un triage en retirant tout ce qui n'est pas de la même finesse que celui-là. Donc, tout ça, je l'enlèverai. Quand je dis que je l'enlève, ça ne veut pas dire que je le jette à la poubelle. Je le garde quand même pour faire des produits, mais la belle fibre fine va me servir pour faire des foulards, des châles, des produits qu'on porte contre la peau, tandis que la fibre la plus corsée, elle va être utilisée pour faire des produits, des semelles, des tapis, des produits qu'on ne porte pas contre la peau, contre les endroits sensibles. Donc, on n'a pas besoin du même niveau de finesse. Alors, une fois que je vais avoir fait mon triage, je vais en prendre juste une petite section pour vous montrer comment ça fonctionnerait. Je ne veux pas trop non plus les petits poils ici qui sont pas partie des amis. Je vais en prendre une section ici dans la toison principale. Je vais la retourner de base, vous allez voir vraiment la couleur, la structure, comment est-ce que c'est doux. On voit comment c'est fin. Ça serait le fun si vous seriez capable d'y toucher pour voir comment c'est doux. Ce qui est plaisant avec la fibre d'alpaga, c'est qu'il n'y a pas de lanoline dans la fibre. C'est une fibre sèche. Contrairement au mouton, qui serait vraiment très gras et très sale, en fait, puis qui a des odeurs déplaisantes, l'alpaga n'a pas d'odeur. C'est vraiment très fin, c'est très doux de travailler avec ça. Et c'est une des caractéristiques qui fait que c'est hypoallergène. Moi, je suis allergique à la laine. Je ne pourrais pas travailler avec la laine de mouton du tout. Je suis vraiment très allergique. Donc, avec l'alpaga, je n'ai pas de problème. Donc, normalement, je ferai le triage complet de ma toison. On va juste prendre un petit échantillon ici pour vous montrer la prochaine étape. Alors là, il se tient tout ensemble. Il est vraiment un beau petit bonhomme. Alors, je prends cette toison-là. La prochaine étape, ça va être mon tambour ici pour aérer la fibre, pour enlever la poussière. Malgré qu'ils ils sont quand même assez propres, on voit bien la couleur. C'est sûr que les alpagas aiment beaucoup se rouler dans la poussière. Alors, je vais enlever quelques petits morceaux de second cut ici que je ne veux pas garder.
Les alpagas se roulent beaucoup dans la poussière, ce qui fait qu'il faut quand même bien préparer la fibre pour simplifier les prochaines étapes. Et l'histoire brûle le feu rouge. Et mon âge court devant moi. Plus rien n'est marqué au fer rouge. Donc, si on compare l'alpaga avec les autres camélidés, l'alpaga adulte pèse entre 150 et 170 livres. C'est pas mal la moyenne. J'ai une couple de femelles ou de mâles qui sont un peu plus gros, qui vont aller jusqu'à 200 livres. Mais comparé à le lama, que les gens connaissent plus, le lama pèse entre 350 et jusqu'à 450 livres. Donc, le lama est 2 à 3 fois plus gros qu'un alpaga. La petite réputation de cracher, tout le monde veut le savoir. Est-ce que l'alpaga crache? En fait, le lama a la mauvaise réputation de cracher, c'est le fait justement qu'il est moins nerveux un peu, il est plus gros, il est plus costaud. Quand on rentre dans sa bulle, il va dire « t'es dans ma bulle » et c'est là qu'il va peut-être vous cracher dessus si vous le narguez un peu. Mais c'est pas très commun non plus. Par contre, l'alpaga, quand on rentre dans sa bulle, dans son espace, vu qu'il est plus petit, un petit peu plus nerveux, il va tout simplement s'éloigner. Donc, il ne va pas nous cracher dessus, il va s'en aller plutôt que de nous confronter. Mais entre eux, ça peut arriver qu'ils se crachent dessus quand ils se chicanent pour un petit brin de fouet. Alors, j'irai ici à mon tumbler, qu'on dit en anglais, le tambour. Je mets ma fibre ici et on voit à l'intérieur, c'est juste des petits pics en plastique, c'est pas dangereux. Ce que ça va faire, c'est que ça va aider à ouvrir la fibre de base et ça va l'aérer, ça va enlever la poussière, ça va faire tomber les second cups qu'on appelle. Je vais l'allumer ici. On voit la petite poussière. Je ne sais pas si vous arrivez à capturer la poussière qui sort, mais moi, je la vois bien. Alors, normalement, je le ferais tourner, dépendant de la quantité de fibres que je mets dedans, la qualité, la finesse, il y a beaucoup de poussière ou pas. Certains animaux ils ont plus tendance à se rouler que d'autres. Et là, je la laisserai rouler pendant 5, 10, 15 minutes dans le tumbler comme ça. Et une fois qu'elle est finie, on va l'arrêter tout de suite. On n'a pas besoin. Pour l'exemple, on n'a pas besoin d'aller plus longtemps. Alors, une fois que ça roule, la fibre, elle serait vraiment ouverte comme ça. Vous voyez que ça commence vraiment... Hop! Regardez comment est-ce qu'ils réussissent à cacher les belles affaires. Grand brin de fouet. Et une fois bien nettoyée dans mon tumbler, là, ce que je vais faire, c'est que je vais la laver dans de l'eau chaude avec un petit peu de savon doux, juste la faire tremper. Pour la faire tremper, j'utilise des sacs. Je la mets dans des sacs, les sacs classiques qu'on connaît avec les petits trous dedans. C'est ce que j'utilisais au début. Je remplis chaque petit sac avec une petite quantité de fibres. Évidemment, avec le volume que je travaille, je me suis fait des sacs un petit peu plus gros. Alors, grosseur tête d'oreiller environ, des sacs avec des trous. Et là, je mets tout simplement ma toison dans le sac. Pas plus compliqué que ça. Et là, elle va aller dans ma laveuse directement. J'utilise ma laveuse à chargement vertical, les bonnes vieilles laveuses. Et puis, il n'y aura pas d'agitation. C'est sûr que si on met ça dans l'eau chaude avec l'agitation du savon, ça va tout feutrer en un seul moton. C'est vraiment très, très important. Ma laveuse, je l'utilise seulement comme bassin d'eau chaude. Ça pourrait être juste un bassin aussi, ça ferait le même travail. De l'eau chaude, de l'évier, on n'a pas besoin d'avoir de l'eau bouillante, vraiment juste de l'eau chaude pour enlever la poussière. Un petit savon doux, on laisse tremper. Puis, après avoir trempé, je dirais, des fois, je la laisse tremper toute la nuit, mais ça peut être juste une demi-heure, une heure. On laisse tremper. On envoie l'eau, on met une eau propre de rinçage. Je fais un lavage, 2 rinçages. Et ensuite, je les sors comme il faut pour qu'elle soit bien enlever le maximum d'eau de ma fibre. Et elle reviendrait ici sur le grillage pour sécher. Parce qu'évidemment, ma toison ne serait plus là. Fait que ma fibre propre, je l'étends sur mon grillage et elle va sécher là à l'air libre. Généralement, 24 heures, je vais la tourner un petit peu. Puis elle va être sèche dans 24 heures.
Je me suis découvert un petit côté artistique que je n'exploitais pas du tout auparavant. Je suis maintenant artiste fertilière. Je fais toutes les étapes de transformation et je crée des produits en alpaga 100% naturels, sans teinture. Donc, c'est quelque chose que je ne savais pas que j'avais ce talent-là et je le développe d'une année à l'autre et d'un mois à l'autre, en fait, en créant des nouveaux produits. Il y a une très belle réaction face à de la clientèle face à mes produits. Donc, je suis bien contente, ça va bien. Donc là, on est rendu dans mon atelier. On a parlé dans la grange les différentes étapes. À partir du moment où j'ai fait le triage de la fibre, que je l'ai lavée en fait, puis qu'elle a séché, c'est ici que les prochaines étapes vont se passer. Et dépendant de la qualité de la fibre, je vais faire différents produits. Je mentionnais tantôt les foulards, les produits qu'on va porter contre la peau qui sont vraiment très doux. Je vais faire ça avec la fibre de première qualité. La fibre d'alpaga, il y a 6 grades différents. Donc, les gens, des fois, ils disent « Oh, j'ai acheté un produit en alpaga, ça pique. » C'est parce qu'ils ont utilisé de la fibre adulte ou corsée pour faire un foulard et non pas de la fibre royale, bébé ou super fin, qui sont les 3 premiers grades. Ça, c'est les grades qu'on utilise pour faire des beaux foulards doux. Tandis que quand on parle de la fibre plus corsée, donc rendue au grade 4, c'est adulte, ensuite c'est corsé et robuste. Là, je vais faire des produits, des semelles, des tapis, des produits qui s'apprêtent bien à une utilisation d'une fibre plus corsée, puis qui vont quand même avoir les belles qualités de l'alpaga. Donc, c'est une fibre hypoallergène, c'est une fibre très isolante, très chaude. Et même si la fibre, elle est corsée, ces qualités-là sont là pareil. Donc, c'est intéressant de développer des produits pour cette fibre-là qui est moins douce. Donc, l'étape ici, c'est l'étape après séchage de ma fibre. Elle a déjà été lavée. Une fois qu'elle est lavée, elle va se ramasser un petit peu plus en moton, comme ça, justement, parce qu'elle a trempé dans de l'eau chaude. Là, je travaille avec de la fibre un peu plus corsée, vraiment de la fibre adulte qui est moins... en fait, c'est de la fibre du torse de l'animal, qui est beaucoup moins doux, mais mon but, c'est de faire des semelles avec cette fibre-là. Donc, c'est bien correct, il faut l'utiliser quand même. Je vais vous montrer mon bel outil de torture. Ça s'appelle une écharpilleuse, un picker en anglais. C'est réellement des clous sur le dessus et dans le bas de l'outil. Et en faisant l'effet de pendule comme ça, les fibres vont toutes s'ouvrir. Ça va aider à enlever les petits débris qui restent, les petites poussières, les petits brins de foin. À chaque étape de transformation, on travaille dans du naturel, c'est tout à la main. Donc, il y a toujours des brins de foin partout qu'il faut retirer au fur et à mesure. Étant donné que c'est une machine quand même assez dangereuse, j'utilise mon petit outil bien sophistiqué qui me sert de main. Je pousse ici sur ma fibre et je fais tout simplement l'effet de pendule. Et vous voyez de l'autre côté la fibre qui sort. Et là, c'est ce qu'on appelle des nuages. En anglais, ça s'appelle réellement du cloud. Vous voyez le petit brin ici? Ça, il faut le retirer. C'est un second cut. Ça va dans les déchets. OK. Alors, cette petite section de fibre-là, on va passer à la cardeuse. Je vais vous montrer la prochaine étape. Là, ce que je viens de faire, c'est tout simplement d'ouvrir les fibres réellement pour la préparer au cardage. Et la cardeuse, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va brosser les fibres. On fait des concours aussi. Les rubans que vous voyez de ce bord-là, c'est des rubans que mes alpagas ont gagnés dans différents concours, des titres de grands champions et première place bien souvent. Et j'ai aussi d'autres rubans ici qui sont des concours auxquels j'ai participé, des concours d'art de la fibre. Donc, j'ai envoyé des créations qui sont jugées avec d'autres créations. Et dans bien des cas, j'ai gagné en fait souvent première et deuxième. Et la majorité, quand j'ai gagné deuxième, c'est parce que j'avais 2 entrées dans la même catégorie. Je me battais moi-même. Je suis quand même assez contente de mes résultats. J'ai des grands champions aussi dans mes créations personnelles.
Alors, l'étape de la cardeuse, ça va vraiment brosser mes fibres pour me créer une grande nappe toute bien brossée. C'est du batting qu'ils appellent en anglais, pour les gens qui sont plus familiers avec ces termes-là. J'ai une cardeuse électrique. Ça, c'est mon nouveau bébé que j'ai acquis juste à l'automne 2014. À chaque année, j'ajoute un nouvel équipement pour m'aider à avoir une meilleure production. Je mets une couche uniforme de fibres que je viens de passer au picker et je la passe comme ça. Et je me trouve à avoir 3 petits rouleaux. La fibre, c'est un petit peu comme des brosses à chier. C'est beaucoup moins dangereux que l'équipement qu'on vient de regarder, outre le fait que ça tourne, donc on ne veut pas se mettre les mains là. Mais c'est vraiment comme juste une petite brosse à chien qui va réellement s'agripper dans la fibre. Et j'utilise ma petite brosse ici. Ce qui me permet de pousser les fibres qui s'agrippent réellement autour du tambour principal à l'arrière. C'est une cardeuse à tambour, qu'on appelle. Ce qui fait que la fibre s'accumule complètement sur le tambour, le grand tambour principal, et ensuite on va la retirer du tambour pour s'en servir, évidemment. Sur mon tambour, il se trouve à avoir une petite ouverture, une petite fente. J'utilise encore un petit outil bien simple pour ouvrir la fibre. Alors, je le passe ici dans la fente et je vais juste tirer comme ça, qui va faire en sorte que la fibre va s'ouvrir. Et lorsqu'il y aurait assez, là, il n'y en a pas assez d'accumuler pour que je le retire complètement, mais la fibre, je tire comme ça et je le déroule complètement pour tout enlever la fibre qui s'est accumulée autour du tambour pour me faire une grande nappe avec laquelle je vais travailler pour les prochaines étapes. Donc, à partir de là, la prochaine étape, pour moi, ici, je ne crée pas de fil. Pour moi, ça va être de créer du feutre à partir de mon aiguilleuse, mon métier à feutrer. Par contre, c'est vraiment les mêmes étapes qu'on verrait dans un moulin ou au niveau artisanal. Si quelqu'un travaille au rouet, par exemple, il veut créer du fil, ça serait à partir de cette étape ici. J'en vends d'ailleurs à des artisans qui veulent créer leur fil. Et ils prennent un petit bout, étant donné que c'est déjà tout brossé. Ils en prennent un bout, ils tirent, ils twistent, ils tirent, ils twistent, ils tirent, ils twistent. Et c'est vraiment de cette façon-là qu'on va, avec des différents twists, double twists dessus. Et c'est de cette façon-là qu'on crée le fil à tricoter. Donc, c'est l'étape juste avant de créer le fil pour tricoter. Moi, je ne fais pas des tricots, je fais des produits feutrés. Alors, je pars de là, je vais en prendre une mince couche. Donc, je vais tout l'ouvrir ici en différentes couches. Une très mince couche de ma nappe. Et là, je vais aller sur mon espace de travail. Je vais tout couvrir mon espace de travail avec ça pour aller à la prochaine étape. Donc là, ici, je suis sur mon espace de travail, mon côté où est-ce que je vais faire mes créations. Normalement, si je veux faire un grand châle, évidemment, je couvrirais mon espace de travail au complet de fibres. Là, on va juste faire un petit échantillon pour l'exercice, pour vous montrer comment ça fonctionne. Et ça, c'est ma palette de couleurs. Tamara, Saranade, Rosalie, c'est Renoir. Donc, je mets une mince couche de fibres cardées sur un sens, toute bien brossée sur un sens. Je mettrai une deuxième couche. On va y aller avec une couleur différente pour vous montrer pour que ça soit plus évident. On va faire un petit peu de la fibre ici. Et là, je mettrai une couche dans l'autre sens, comme ça. Alors là, les fibres sont croisées. J'ai une couche sur un sens, une couche sur l'autre. Je pourrais mettre une autre couche. On va y aller encore avec une autre couleur, juste pour vous montrer. Et le nombre de couches que je vais mettre, ça va dépendre de l'épaisseur du tissu que je veux. Donc, plus je vais avoir un tissu qui va avoir une souplesse, là, je vais mettre juste 2 couches. Si je veux avoir un tissu plus épais, je vais mettre 3 couches, 4 couches, 5 couches. Donc, si je voulais qu'il soit plus mince, je mettrais une couche beaucoup plus mince comme ça. On est rendu sur ce sens-là. Et là, j'utiliserai mes différentes couleurs pour faire mes designs. Donc, si je veux faire je vais juste faire un petit design très brut, là, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Tiens. On va y mettre une petite touche de Renoir. Saranade, d'ailleurs, le brun que je viens de mettre, c'est la mère à Renoir. Donc, c'est mère et fils qui se retrouvent sur la même création.
On n'a vraiment pas besoin d'en mettre épais là, pour que les couleurs ressortent aussi. Donc, c'est un peu flou, on ne voit pas trop, mais si je faisais un design vraiment plus précis, une fleur, c'est vraiment comme ça. Je vais faire ma fleur et ensuite, je verrai pas tout mon produit fini tant que je ne le passe pas à l'aiguilleuse. Donc, je pars avec mon petit bout d'échantillon ici. Je vais tout simplement ouvrir mon métier à feutrer. Le métier à feutrer se trouve avoir des aiguilles, comme je viens de vous montrer tantôt, sauf qu'au lieu d'en avoir juste une, il y en a presque 700. C'est un métier de 66 pouces de large qui me permet vraiment de faire des grands tissus. Et il y a des rouleaux, ça va faire du bruit, on va ouvrir la machine. Les petits rouleaux qui tournent et les aiguilles qui montent et qui descendent. Alors, je pousse doucement ici. Si j'avais un grand tissu, j'utilise mes produits, encore mes outils bien sophistiqués pour m'aider à pousser mon tissu de façon bien égale dans mon aiguilleuse. Mais là, c'est juste un petit échantillon, alors j'ai pas besoin de faire des trucs bien complexes. Donc, rendu à cette étape ici, j'ai juste quelques passes de fait. Ce que je ferais, c'est que je le passerais un 6 à 12 fois dans le métier à feutrer. Une fois que j'ai un tissu bien ferme, là, je ferai ma finition dans la maison avec un feutrage à l'eau. Donc, de l'eau chaude, de l'agitation, un petit peu de savon dans mon évier. Je vais vraiment tout laver, trouver à faire un lavage final, mais tout bien frotter mes côtés pour que le tissu soit de plus en plus ferme, qui se fixe réellement ensemble. Le contraste eau chaude, eau froide pour vraiment fixer les fibres. Et une fois que j'ai fini, je fais un bon rinçage, évidemment. Je laisse sécher à plat et ensuite, je vais presser à la vapeur, vraiment pour fixer mon tissu. Et on va se trouver à l'étape finale avec un produit qui est réellement complètement fini, qui est un tissu feutré, très ferme, très doux, tout égal. Vraiment de qualité professionnelle parce que j'ai des outils qui me permettent de le faire. Alors, c'est vraiment très, très doux, très confortable. Et voilà!